Chers amis, chers auditeurs, bienvenue. Ce soir, nous n'allons pas simplement discuter d'un sujet, nous allons entreprendre un voyage ensemble. Un voyage dans un univers qui nous entoure à chaque instant, qui façonne nos relations, nos carrières, nos vies, et qui pourtant demeure largement invisible pour la plupart d'entre nous. Je parle du monde silencieux, mais assourdissant du langage corporel. Un domaine où chaque geste, chaque regard, chaque posture raconte une histoire souvent bien plus honnête et profonde que les mots que nous prononçons. C'est un dialogue constant que nous menons sans même en avoir conscience. Vous avez sans doute déjà ressenti cette intuition, ce sentiment étrange au creux de l'estomac lors d'une conversation. Vous écoutez les mots, ils semblent logiques, cohérents, mais quelque chose cloche, une dissonance subtile, une alarme silencieuse qui vous met en garde. Vous ne savez pas exactement quoi, ni pourquoi, mais vous sentez que la vérité se cache ailleurs, dans l'ombre des paroles. Ce que vous percevez, sans pouvoir le nommer, c'est ce code secret, ce langage universel que nous allons décoder ensemble. Ce n'est pas de la magie, c'est une science, une observation fine de la communication humaine dans sa forme la plus brute. Imaginez un instant un entretien d'embauche, un rendez-vous amoureux ou une négociation cruciale. Votre interlocuteur vous assure de son intérêt, de sa confiance, de son accord total. Ses mots sont rassurants, positifs, engageants. Mais pendant qu'il parle, ses pieds sont tournés vers la porte, ses bras sont fermement croisés sur sa poitrine, son regard fuit constamment le vôtre. Que croyez-vous? Les mots polis et préparés, ou ce balai de signaux inconscients qui crient le contraire? Ce conflit entre le verbal et le non-verbal est au cœur de notre sujet. Le fait est que près de 99% des gens traversent la vie en étant aveugles à cette dimension fondamentale de la communication. Ils naviguent à vue, se fiant uniquement à la surface des mots, ignorant l'océan de vérité qui se trouve juste en dessous. Mais pour vous, ce soir, cette ignorance prend fin. Nous allons lever le voile sur les 7 secrets fondamentaux du langage corporel. En maîtrisant ces clés, vous ne serez plus jamais un simple auditeur dans une conversation. Vous deviendrez un observateur éclairé, doté d'un avantage stratégique aussi rare que puissant. Préparez-vous à voir le monde, et les gens, comme vous ne les avez jamais vus. Notre premier secret réside dans l'organe le plus expressif du corps humain, l'œil. Bien plus qu'un simple récepteur de lumière, le regard est un émetteur puissant, une fenêtre ouverte sur nos pensées les plus intimes et nos émotions les plus profondes. Il est le premier point de contact, bien avant que le premier mot ne soit prononcé. C'est dans le regard que se lisent l'intention, la confiance, l'honnêteté ou la tromperie. Un contact visuel direct et stable ne communique pas seulement de l'assurance. Il dit « Je suis présent, je suis engagé, je suis transparent avec vous ». C'est un pont invisible que l'on bâtit entre deux esprits, une invitation à une communication authentique. L'absence de ce contact, à l'inverse, est tout aussi révélatrice. Un regard fuyant, qui balaye la pièce ou se fixe obstinément sur le sol, peut trahir un malaise, un manque de confiance en soi. Ou pire, une tentative de dissimulation. Il signale une déconnexion, une barrière érigée entre soi et l'autre. Mais attention, l'interprétation doit être nuancée. Dans certaines cultures, un contact visuel prolongé est un signe de défi. Et pour une personne timide, détourner le regard n'est pas un signe de malhonnêteté, mais de nervosité. La clé est donc d'observer le contexte, de chercher des schémas plutôt que des incidents isolés. Au-delà du simple contact, les mouvements subtils de l'œil sont un véritable livre ouvert. Les neuroscientifiques ont démontré que la direction de notre regard peut indiquer le type de processus mental en cours. Un regard qui se porte vers le haut et la droite suggère souvent la construction d'une image ou d'une histoire, tandis qu'un regard vers le haut et la gauche indique plutôt le rappel d'un souvenir visuel. Ce n'est pas une science exacte, ni un détecteur de mensonges infaillible, mais c'est un indice précieux. Observer ces micro-mouvements vous donne un aperçu fascinant de la manière dont votre interlocuteur accède à l'information dans son propre esprit. Enfin, il y a les réactions physiologiques que nous ne contrôlons pas. La dilatation des pupilles, par exemple, est un signe d'intérêt, d'excitation ou d'attirance. Lorsque quelque chose ou quelqu'un nous captive, nos pupilles s'élargissent pour capter plus de lumière, comme pour mieux absorber l'objet de notre attention. De même, un clignement rapide et répété peut indiquer un stress ou une anxiété accrue, tandis qu'un clignement lent et délibéré peut signifier la confiance, ou même la séduction. Ces signaux involontaires
sont parmi les plus honnêtes que le corps puisse envoyer, car ils échappent à notre contrôle conscient. Alors, comment utiliser cette connaissance de manière pratique? Maintenir un contact visuel approprié est un art délicat. Il ne s'agit pas de fixer l'autre intensément, ce qui serait perçu comme agressif ou intimidant. La règle d'or est la règle du 50-70. Maintenez le contact visuel environ 50% du temps lorsque vous parlez et environ 70% du temps lorsque vous écoutez. Cela montre que vous êtes à la fois engagé et respectueux de l'espace de l'autre. Imaginez que vous tracez un triangle entre les deux yeux et la bouche de votre interlocuteur, et laissez votre regard se déplacer doucement dans cette zone. C'est une technique qui permet de maintenir un contact naturel et confortable. En parallèle, devenez un observateur averti. Ne vous contentez pas d'écouter les réponses, observez les réactions des yeux qui les accompagnent. Lorsque vous posez une question importante, notez la première réaction du regard. Y a-t-il une hésitation? Un micro-mouvement vers le côté? Une dilatation soudaine des pupilles? Ces réactions fugaces, qui se produisent dans la fraction de seconde précédant la réponse verbale, sont souvent les plus authentiques. Elles vous donnent une information brute, non filtrée par la conscience et le calcul. C'est dans cet instant que vous pouvez percevoir la véritable émotion ou la pensée initiale de votre interlocuteur. Les micro-expressions autour des yeux sont également d'une importance capitale. Les fameuses pas de doigts, ces petites rides qui se forment au coin des yeux, sont l'indicateur d'un sourire sincère, le sourire de Duchenne. Un sourire qui n'engage que la bouche est souvent social ou forcé, mais un sourire qui atteint les yeux est authentique. De la même manière, un léger plissement des paupières peut indiquer la concentration ou le scepticisme, tandis que des sourcils levés peuvent signaler la surprise ou l'incrédulité. Apprendre à lire ces subtilités vous donne un avantage considérable pour comprendre l'état émotionnel réel de la personne en face de vous. En conclusion, maîtriser le secret du regard, c'est apprendre à mener deux conversations en même temps, celle des mots et celle des yeux. En pratiquant un contact visuel confiant et respectueux, vous projetez de l'assurance et de l'honnêteté. En observant attentivement les mouvements, la dilatation et les micro-expressions des yeux de votre interlocuteur, vous accédez à une couche de communication plus profonde et plus sincère. Le regard est le point de départ, la clé de voûte de toute interprétation du langage corporel. C'est la première compétence à développer pour quiconque souhaite véritablement comprendre les autres. Après le regard, notre attention se porte sur notre deuxième outil de communication le plus éloquent, nos mains. Si les yeux sont le miroir de l'âme, les mains en sont les interprètes. Elles gesticulent, ponctuent, soulignent et parfois trahissent en nos paroles. Le langage des mains est incroyablement riche et complexe. L'un des signaux les plus puissants est la visibilité des paumes. Montrer ses paumes ouvertes est un geste ancestral, signifiant « je n'ai pas d'armes, je suis sans menace, je suis honnête ». C'est un geste d'ouverture et de transparence qui inspire instinctivement la confiance. Les grands orateurs l'utilisent constamment pour créer un lien avec leur public. À l'opposé, cacher ses mains, que ce soit dans ses poches, derrière son dos ou sous une table, peut éveiller la méfiance. Inconsciemment, notre cerveau reptilien se demande « Que cache-t-il » Cela ne signifie pas nécessairement que la personne ment, mais cela peut indiquer une rétention d'informations, une nervosité ou un manque d'engagement dans la conversation. De même, des mains qui se tortillent, qui tripotent un stylo ou qui se frottent nerveusement l'une contre l'autre sont des indicateurs clairs de tension ou d'anxiété. Le corps cherche à libérer un surplus d'énergie nerveuse à travers ces gestes auto-apaisants. La position des mains est également un baromètre de notre état d'esprit. Des mains jointes, avec les doigts entrelacés, posées sur la table, peuvent indiquer une certaine frustration ou une pensée négative contenue, surtout si les doigts se serrent. Le geste du clocher, où les doigts des deux mains se touchent pour former une pyramide, est au contraire un signe de grande confiance en soi et de certitude. Les leaders, les avocats, les dirigeants l'utilisent souvent pour affirmer leur autorité et leurs convictions. Observer le passage d'un geste à l'autre peut vous renseigner sur l'évolution de la pensée de votre interlocuteur. Il est crucial d'apprendre à privilégier les gestes qui renforcent votre message et à éviter ceux qui le sapent. Utilisez des gestes amples et ouverts pour montrer votre enthousiasme et votre passion. Utilisez vos mains pour illustrer vos propos, pour compter des points sur vos doigts, pour dessiner des concepts dans l'air. Cela rend votre discours plus dynamique et plus mémorable. À l'inverse, évitez de pointer du doigt, un geste universellement perçu comme agressif et accusateur. Évitez également de croiser les bras en cachant vos mains,
ce qui érige une double barrière physique et psychologique entre vous et votre interlocuteur. Pour véritablement comprendre le langage des mains, il faut devenir un détective du détail. Observez non seulement les grands gestes, mais aussi les micro-mouvements. Par exemple, une personne qui se gratte le cou ou se touche le nez en répondant à une question peut, selon certains experts, manifester un conflit interne. Le cerveau limbique réagirait à la tension du mensonge par une augmentation de la pression sanguine, provoquant des démangeaisons dans les tissus capillaires du visage et du cou. Encore une fois, ce n'est pas une preuve, mais un indice qui doit vous inciter à poser plus de questions. La congruence entre les gestes et les paroles est un autre élément fondamental à observer. Si quelqu'un vous dit oui, je suis absolument d'accord avec cette proposition tout en secouant imperceptiblement la tête de gauche à droite, quel message retenez-vous? Le geste inconscient est souvent plus fiable que le mot conscient. De même, si une personne affirme être très détendue, mais que ses phalanges sont blanches à force de serrer les accoudoirs de sa chaise, vous avez une information précieuse sur son état réel de tension. Ces contradictions sont des fuites non verbales qui révèlent la vérité sous-jacente. Portez une attention particulière au moment où les gestes apparaissent. Un changement soudain dans la gestuelle des mains est souvent lié à un changement d'état émotionnel. Si votre interlocuteur a les mains calmement posées sur la table et que, lorsque vous abordez un sujet sensible, il commence soudainement à se frotter les mains ou à cacher ses pouces, c'est un signal fort. Ce changement de comportement est une réaction directe au stimulus que vous venez d'introduire. C'est à ce moment précis que vous devez redoubler d'attention, car le non-dit est en train de s'exprimer. En résumé, vos mains sont des outils de persuasion et des fenêtres sur votre état intérieur. Entraînez-vous à les utiliser de manière ouverte, confiante et illustrative pour amplifier l'impact de votre communication. Simultanément, apprenez à lire les mains de vos interlocuteurs comme on lit un livre. Observez leur position, leurs mouvements, leur tension et surtout, leur alignement avec les mots prononcés. En maîtrisant le secret des mains, vous ne vous contenterez plus d'entendre ce que les gens disent, vous commencerez à voir ce qu'ils pensent et ressentent réellement. Nous abordons maintenant le fondement même de notre présence physique, notre posture. C'est l'architecture silencieuse qui soutient chaque mot que nous prononçons, le cadre sur lequel les perceptions sont bâties. Considérez-la comme le titre non dit de votre histoire personnelle, diffusée au monde avant même que vous n'ayez prononcé une seule syllabe. Une posture droite et ouverte ne suggère pas seulement la confiance, elle la cultive activement tant dans l'esprit de l'observateur qu'en vous-même. C'est une déclaration de présence, un signal que vous êtes engagé, sûr de vous et prêt à diriger. C'est la posture de l'influence, l'attitude de quelqu'un qui occupe son espace et son message, projetant une aura de fiabilité et de force qui est à la fois vue et ressentie. Considérez l'impact profond, presque instantané, d'entrer dans une pièce avec les épaules en arrière, la colonne vertébrale alignée et la tête haute. Il ne s'agit pas d'arrogance. Il s'agit d'accessibilité et de respect de soi. Cette posture communique que vous êtes ouvert à la connexion, que vous ne vous cachez pas et ne vous dérobez pas à l'interaction. C'est une invitation non verbale puissante. Contrastez cela avec une posture avachie ou fermée, qui peut involontairement signaler le désintérêt, l'insécurité ou même la défensive. La façon dont vous portez votre corps est un dialogue continu avec votre environnement, façonnant la façon dont vous êtes perçu et surtout la façon dont vous vous sentez à ce moment-là. C'est un outil fondamental pour construire la crédibilité à partir de zéro. La science derrière cela est convaincante. Adopter ce que les chercheurs appellent des poses de pouvoir, des postures expansives et ouvertes, peut en fait modifier notre chimie corporelle. Des études ont montré que maintenir de telles poses pendant seulement quelques minutes peut augmenter les niveaux de testostérone, l'hormone liée à la confiance, tout en diminuant le cortisol, l'hormone du stress. Ainsi, lorsque nous parlons de posture, nous ne discutons pas seulement d'esthétique ou d'étiquette sociale. Nous parlons d'une boucle de rétroaction biologique directe qui relie votre forme physique à votre état émotionnel et psychologique. Redresser votre colonne vertébrale est, dans un sens très réel, une façon de redresser votre état d'esprit, vous préparant à affronter les défis avec une plus grande résilience et une tête plus claire. Par conséquent, maîtriser votre posture est une étape essentielle vers la maîtrise de la communication non verbale. C'est un choix conscient qui a des effets d'entraînement subconscient. Avant votre prochaine réunion importante, votre prochaine présentation ou même votre prochaine réunion sociale, prenez un moment pour vérifier votre corps. Vous tenez-vous droit? Vos épaules sont-elles détendues et en arrière? Votre poitrine est-elle ouverte? Ce simple acte de conscience de soi physique peut modifier considérablement la dynamique de la rencontre, vous positionnant non pas comme un observateur passif,
mais comme un participant actif et confiant dans le récit qui se déroule. C'est le premier et peut-être le plus vital secret pour projeter une image de leadership et d'équilibre. Tout comme nous pouvons projeter de la confiance par notre propre posture, nous pouvons obtenir des informations incroyables en observant la posture des autres. Une posture fermée, par exemple, où les bras sont croisés, les épaules sont voûtées vers l'avant, où le corps est orienté de côté, agit souvent comme un bouclier physique. Cela peut indiquer un désaccord, un malaise ou un sentiment d'être menacé, même si les mots de la personne suggèrent le contraire. C'est une réponse primale, instinctive, pour protéger les organes vitaux, un reflet moderne d'un ancien mécanisme de défense. Quand vous voyez cela, ce n'est pas nécessairement un signe de rejet personnel, mais c'est un signal clair que la personne peut se sentir sur la défensive, fermée ou mentalement désengagée de la conversation. Inversement, prêtez une attention particulière au phénomène du mimétisme. Quand quelqu'un adopte inconsciemment une posture similaire à la vôtre, c'est un indicateur puissant de rapport et de connexion. Ce mimétisme, ou isopraxie, est une tentative subconsciente de créer un lien, de dire « je suis comme vous, je suis avec vous ». Cela signifie un accord, une confiance et un sentiment de confort psychologique. Si vous remarquez que quelqu'un se déplace subtilement pour s'adapter à votre position ou à votre inclinaison, c'est un signe très positif que l'interaction se passe bien. Vous pouvez également l'utiliser stratégiquement. En reflétant subtilement la posture positive de quelqu'un, vous pouvez aider à établir un rapport et à le faire se sentir plus compris et à l'aise en votre présence. La direction dans laquelle une personne se penche raconte aussi une histoire convaincante. Se pencher vers vous est un signe clair, presque universel, d'intérêt et d'engagement. Cela réduit physiquement la distance, montrant un désir d'en savoir plus, de se connecter plus profondément avec vous et votre message. D'un autre côté, une personne qui se penche en arrière ou s'éloigne peut signaler un désintérêt, un scepticisme ou un désir de créer une distance émotionnelle ou physique. Cela peut être un signe de contemplation, mais lorsqu'il est combiné à d'autres signaux de fermeture, cela suggère souvent un retrait mental de l'interaction. Surveiller ces changements subtils dans l'orientation corporelle vous donne un retour d'information en temps réel sur la façon dont votre message est reçu. Enfin, nous devons considérer la posture affaissée ou vaincue. Une poitrine affaissée, des épaules arrondies et un regard vers le bas reflètent souvent un état émotionnel bas, tristesse, fatigue ou manque de confiance. C'est une posture qui suggère que le poids du monde pèse littéralement sur l'individu. Voir cela devrait évoquer de l'empathie et ajuster notre approche. Peut-être le sujet est-il sensible ou la personne passe-t-elle simplement une journée difficile. Reconnaître ces indices posturaux nous permet de lire le sous-texte émotionnel d'une situation, nous permettant de répondre avec une plus grande sensibilité, d'ajuster notre style de communication et, finalement, de nous connecter à un niveau plus profondément humain. Nous entrons maintenant dans la dimension invisible, mais profondément ressentie, de l'interaction humaine, la proxémie, l'étude de l'espace personnel. Chacun de nous se déplace à l'intérieur d'une série de bulles invisibles, et la distance que nous choisissons de garder avec les autres est une forme de communication silencieuse et puissante. L'anthropologue Edward T. Hall a identifié 4 zones principales. La première est la zone intime, s'étendant jusqu'à environ 45 cm. C'est l'espace réservé à nos relations les plus proches, pour les étreintes, les chuchotements, pour un niveau de proximité physique réservé aux partenaires, à la famille et aux amis très proches. Une intrusion dans cet espace, par un étranger ou une connaissance, est presque toujours perçue comme agressive ou profondément inconfortable. Au-delà se trouve la zone personnelle, d'environ 45 cm à 1,20 m. C'est la distance pour les conversations avec des amis et des collègues proches. Elle permet un sentiment de connexion et de chaleur sans être trop intime. Vous pouvez toujours toucher un bras ou une épaule, mais il y a une distance confortable qui respecte les limites individuelles. C'est l'espace où la plupart de nos interactions sociales significatives au quotidien se produisent. Comprendre et opérer efficacement dans cette zone est essentiel pour établir de bonnes relations et mettre les autres à l'aise en notre compagnie. C'est une danse délicate de proximité et de respect, une pierre angulaire de la communication amicale. Le troisième cercle est la zone sociale, qui s'étend d'1,20 m à environ 3,60 m. C'est la distance que nous maintenons généralement avec de nouvelles connaissances, des collègues dans un cadre formel ou lors d'interactions de groupe. C'est l'espace des transactions professionnelles et des conversations impersonnelles. Il y a un sentiment de formalité ici. C'est moins personnel, plus fonctionnel.
lors d'un événement de réseautage ou d'une réunion d'affaires, vous opérez très probablement dans cette distance sociale. Elle communique un niveau de respect professionnel et maintient l'interaction centrée sur le sujet en question, plutôt que sur la connexion personnelle. C'est un terrain neutre qui permet une communication confortable et structurée. Enfin, nous avons la zone publique, qui est tout ce qui dépasse 3,60 m. C'est la distance utilisée pour parler en public, s'adresser à un grand groupe, ou simplement exister dans un espace public comme un parc ou un centre commercial. À cette distance, la communication doit être plus intentionnelle et souvent plus forte. Les signaux non-verbaux doivent être plus grands et plus prononcés pour être vus et compris. Il y a peu ou pas de connexion personnelle à cette portée. C'est l'espace de la performance et de l'adresse publique. Comprendre ces zones n'est pas seulement un exercice académique. C'est un guide pratique pour naviguer dans le monde social, en veillant à ce que nous mettions les autres à l'aise et respecter en honorant les règles tacites de leur territoire personnel. Le point essentiel à comprendre concernant ces zones d'espace personnel est qu'elles ne sont pas universelles. Elles sont profondément influencées par la culture, l'éducation et la personnalité individuelle. Ce qui est considéré comme une distance personnelle parfaitement normale dans une culture latine ou du Moyen-Orient peut sembler intrusif et agressif à quelqu'un d'Europe du Nord ou du Japon. Une distance qui semble chaleureuse et amicale à une personne peut paraître froide et distante à une autre. Cette variabilité culturelle est l'une des sources les plus courantes de mauvaise communication non verbale dans notre monde de plus en plus globalisé. Ignorer ces différences peut entraîner des offenses involontaires et créer des obstacles à une communication efficace. Par conséquent, la clé pour maîtriser la proxémie est l'observation et l'adaptation. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, surtout d'un milieu culturel différent, prêtez une attention particulière à ses réactions lorsque vous établissez votre distance. Si vous vous rapprochez et qu'il recule subtilement, il vous dit non-verbalement que vous avez franchi son seuil de confort. Respectez ce signal. Ne continuez pas à avancer, car cela peut être perçu comme insistant ou dominant. Inversement, si vous maintenez une distance et remarquez que l'autre personne essaie constamment de combler l'écart, elle cherche peut-être un plus grand niveau de connexion et trouve votre distance trop formelle ou trop éloignée. La responsabilité de s'adapter incombe souvent à la personne la plus socialement consciente. Votre capacité à gérer votre distance avec souplesse est un signe d'une grande intelligence émotionnelle. Cela montre que vous êtes à l'écoute des besoins de l'autre personne et que vous êtes prêt à vous adapter pour la mettre à l'aise. Ce simple fait d'ajuster votre position physique peut avoir un impact significatif sur le ton et le résultat de l'interaction. C'est une façon non verbale de dire « Je respecte vos limites et je veux me connecter avec vous selon vos propres termes ». Cela bâtit la confiance et la bonne volonté bien plus efficacement que les mots seuls ne le pourraient jamais. C'est une négociation silencieuse du confort qui précède tout échange verbal. En fin de compte, naviguer dans l'espace personnel, c'est être attentif et respectueux. Avant d'engager une interaction, prenez un moment pour évaluer le contexte, la relation, le cadre culturel, l'environnement. Commencez à une distance sociale neutre et observez les réactions. Recherchez les signes de confort comme une posture détendue et un langage corporel ouvert, ou les signes de malaise, comme un éloignement, des bras croisés ou un évitement du contact visuel. En apprenant à lire ces signaux et à ajuster votre propre position en conséquence, vous transformez la proxémie d'un champ de mine potentiel de malentendus en un outil puissant pour établir des liens, faire preuve de respect et favoriser une véritable connexion humaine au-delà de toute division. Le visage humain est sans doute la partie la plus expressive de notre corps. Un véritable canevas riche et détaillé sur lequel nos émotions s'affichent en temps réel. Bien sûr, la langue et la culture créent de la diversité, mais le psychologue Paul Ekman a découvert quelque chose de remarquable. Il existe 7 émotions universelles, chacune avec une expression faciale distincte et reconnaissable, qui transcendent les frontières culturelles. Ces émotions sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et le mépris. Que ce soit dans les rues animées de New York ou dans un village reculé de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la manière dont nous exprimons ces sentiments fondamentaux est au fond la même. Comprendre ce vocabulaire facial universel, c'est un peu comme avoir une clé pour déchiffrer l'état émotionnel réel de toute personne que vous rencontrez. Commençons donc par la joie. La vraie joie, ce n'est pas juste un sourire. On parle ici du sourire de Duchenne, dont le signe distinctif se situe au niveau des yeux. Un sourire authentique implique non seulement le muscle zygomatique majeur, qui relève les coins de la bouche, mais aussi le muscle orbiculaire de l'œil, qui plisse la peau autour des yeux
et créent ce qu'on appelle les pattes d'oie. La tristesse, en revanche, se reconnaît par les coins internes des sourcils qui se soulèvent et se rapprochent, les coins des lèvres qui s'affaissent, et parfois un léger tremblement du menton. C'est un regard de résignation et de perte, impossible à confondre une fois qu'on sait ce qu'il faut observer. La colère, elle, présente un ensemble de signaux très clairs et intenses. Les sourcils sont abaissés et rapprochés, formant un front plissé. Les yeux affichent souvent un regard dur et fixe, et les lèvres sont soit serrées, soit tirées en arrière de manière carrée pour exposer les dents. La peur est souvent confondue avec la surprise, mais il existe une différence essentielle. Dans la peur, les sourcils sont relevés et rapprochés, généralement en ligne droite. Les paupières supérieures sont soulevées, laissant apparaître le blanc de l'œil, et la bouche est souvent ouverte, les lèvres étirées horizontalement vers les oreilles. C'est l'expression d'un être piégé, une réponse primitive face au danger. La surprise, elle, est une expression plus fugace. Les sourcils sont relevés et arqués, les yeux grands ouverts, la mâchoire tombe, mais les muscles ne sont pas tendus comme dans la peur. Le dégoût, déclenché par quelque chose d'offensant, se manifeste par le nez qui se plisse et la lèvre supérieure qui se soulève. Enfin, le mépris est la seule expression unilatérale, où un coin de la bouche se relève en rictus. C'est l'expression d'une supériorité morale ou d'un profond dédain. Apprendre à repérer ces 7 expressions vous offre une fenêtre sans filtre sur les sentiments authentiques des personnes qui vous entourent, peu importe les mots qu'elles utilisent. Alors, même si ces 7 émotions universelles constituent notre base, le visage raconte en réalité une histoire bien plus complexe et subtile. Les signaux les plus révélateurs sont souvent ceux qu'on voit le moins, les micro-expressions. Ce sont des expressions faciales incroyablement brèves et involontaires qui traversent le visage en aussi peu qu'un 25e de seconde. Elles apparaissent lorsqu'une personne tente consciemment de dissimuler ou de réprimer une émotion. Pendant un court instant, son véritable ressenti s'échappe, avant que son esprit conscient ne reprenne le contrôle et ne le masque. Repérer ces micro-expressions, c'est un peu une compétence avancée, mais c'est aussi l'un des moyens les plus fiables de détecter une émotion cachée ou une éventuelle tromperie. Le concept de congruence, que nous approfondirons un peu plus tard, est essentiel lorsqu'on lit le visage. On cherche sans cesse une cohérence entre ce que l'on entend et ce que l'on voit. Si quelqu'un vous dit qu'il est heureux d'une décision, mais que vous apercevez une micro-expression de tristesse ou de colère traverser son visage, cette incohérence est un signal d'alerte majeur. Cela ne veut pas forcément dire qu'il ment, mais cela indique un conflit entre ses paroles et ses sentiments réels. C'est une invitation à creuser, à poser d'autres questions et à aborder la situation avec une vigilance accrue. Le visage ment rarement, même lorsque la bouche le fait. La symétrie est un autre facteur important. Les expressions authentiques sont généralement plus symétriques que les expressions fabriquées. Un sourire forcé ou social, par exemple, est souvent un peu de travers et, comme on l'a vu, n'engage pas les muscles autour des yeux. Quand vous voyez une expression parfaitement symétrique qui apparaît trop vite ou qui dure trop longtemps, cela devrait éveiller vos soupçons. Les émotions authentiques vont et viennent naturellement, et leurs expressions correspondantes sont fluides et équilibrées. Une expression fabriquée ressemble souvent à un masque, rigide, asymétrique et un peu décalé par rapport au contexte et au rythme de la conversation. Observer le visage ne consiste pas à devenir un détecteur de mensonges pour piéger les gens. Il s'agit plutôt d'atteindre un niveau de compréhension et d'empathie plus profond. Quand vous remarquez une lueur de peur sur le visage d'un collègue qui semble pourtant sûr de lui, vous pouvez lui offrir du soutien. Quand vous voyez les rides caractéristiques d'un vrai sourire, vous pouvez partager pleinement la joie de cette personne. En prêtant une attention particulière à cette riche tapisserie de signaux faciaux, des 7 émotions universelles aux micro-expressions les plus furtives, vous dépassez la surface des mots et commencez à vous connecter à la vérité authentique de la personne en face de vous. Bonsoir. Nous avons parcouru un long chemin, explorant les signaux que nous envoyons avec nos yeux, nos mains, notre posture. Mais souvent, la vérité la plus brute, la moins gardée, se trouve là où nous regardons le moins, nos jambes et nos pieds. Ce sont les parties les plus éloignées de notre cerveau, et par conséquent, les plus difficiles à contrôler consciemment. Elles agissent comme des sismographes de notre état interne, enregistrant les secousses de l'anxiété, les tremblements de l'impatience ou l'immobilité solide de la confiance. On nous apprend dès l'enfance à contrôler notre visage, à sourire quand il le faut, mais qui nous a jamais appris à maîtriser l'orientation de nos pieds? Personne. Et c'est précisément dans cette négligence que réside leur pouvoir révélateur. Une fenêtre ouverte sur nos véritables désirs et nos intentions profondes.
Considérez une conversation banale. Vous parlez à quelqu'un. Son torse est tourné vers vous, son visage est attentif, mais ses pieds, eux, sont orientés vers la porte de sortie. Que vous disent-ils réellement? Il vous crie un message que sa bouche n'ose pas formuler. Je veux partir. C'est un indicateur de direction, un compas interne pointant vers l'endroit où l'esprit désire être. C'est l'un des signaux les plus honnêtes du langage corporel, car il est rarement simulé. Les jambes qui se croisent et se décroisent, sans cesse, un pied qui tapote frénétiquement le sol. Ce n'est pas juste de l'agitation, c'est de l'énergie nerveuse qui cherche une échappatoire. Une tension interne qui se manifeste physiquement, trahissant un malaise, une impatience ou peut-être même une anxiété face à la situation. À l'inverse, des pieds fermement ancrés au sol, parallèles l'un à l'autre et pointant directement vers votre interlocuteur, communiquent un message diamétralement opposé. C'est un signe d'engagement total, de confiance et de stabilité. La personne est là, présente, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Elle n'a aucune intention de fuir. Elle est investie dans l'échange. Des jambes croisées peuvent signifier plusieurs choses selon le contexte. Croisées au niveau des chevilles, cela peut indiquer une retenue, une personne qui se contient. Croisées plus haut, de manière détendue, cela peut être une posture de confort. Mais si les jambes sont croisées de manière très serrée, combinées à des bras également croisés, nous avons là un signal de fermeture quasi totale, une barrière physique érigée contre le monde extérieur. Observer ces signaux subtils mais puissants vous donne un avantage considérable dans la compréhension des dynamiques sociales. Cela vous permet de lire au-delà des mots, de percevoir l'inconfort avant qu'il ne soit exprimé. Si vous remarquez que les pieds de votre interlocuteur se détournent, peut-être est-il temps de changer de sujet, de conclure la conversation ou de poser une question pour comprendre la source de son désengagement. En contrôlant vos propres jambes et pieds, en les ancrant solidement lorsque vous voulez montrer de la confiance, vous ne faites pas que projeter une image. Vous influencez également votre propre état d'esprit, vous vous sentez plus posé, plus centré, plus en contrôle de la situation. Plongeons plus profondément dans cet alphabet silencieux de nos membres inférieurs. Le croisement des jambes, par exemple, n'est pas un signal univoque. Il faut observer le contexte. Une femme assise en jupe croisant les jambes est une norme sociale, pas nécessairement un signe de fermeture. Mais un homme, dans un contexte de négociation tendue, qui croise soudainement les jambes très haut et très serrées, tout en se penchant en arrière, envoie un message clair de désaccord ou de position défensive. C'est une posture de blocage. Le verrouillage des chevilles, où une personne assise accroche une cheville derrière l'autre, est souvent un signe de retenue d'une émotion négative, d'anxiété ou d'incertitude. C'est comme si la personne se mordait la lèvre, mais avec ses pieds. Le tapotement du pied, ce rythme incessant contre le sol, est universellement reconnu comme un signe d'impatience ou d'ennui. C'est l'équivalent non-verbal de regarder sa montre en permanence. Le corps accumule une énergie qu'il ne peut contenir et la libère par ce mouvement répétitif. Il peut aussi s'agir d'excitation, comme un enfant qui attend un cadeau. La clé, encore une fois, est le contexte. Le balancement de la jambe, lorsqu'on est assis avec les jambes croisées, peut aussi trahir un état d'esprit. Un balancement rapide et saccadé suggère la nervosité ou l'impatience. Un balancement lent et régulier, en revanche, peut indiquer une humeur détendue et positive. C'est une danse subtile qui révèle le tempo intérieur de la personne. Comment contrôler ces messagers involontaires? La première étape est la prise de conscience. Prenez un moment, ici et maintenant, pour observer la position de vos propres jambes et pieds. Sont-ils croisés? Pointent-ils vers la porte? Sont-ils agités? Cette simple observation est le début de la maîtrise. Lorsque vous êtes dans une situation où vous voulez projeter de la confiance et de l'ouverture, un entretien d'embauche, une présentation importante, faites un effort conscient pour garder vos deux pieds à plat sur le sol, espacés de la largeur de vos hanches. Ancrez-vous. Sentez le contact avec le sol. Cette posture physique simple envoie un signal puissant à votre cerveau, réduisant la production de cortisol, l'hormone du stress, et augmentant votre sentiment de puissance. En devenant un observateur averti des jambes et des pieds des autres, vous développez une sorte de sixième sens pour les dynamiques interpersonnelles. Vous saurez quand une personne est réellement engagée ou quand elle cherche mentalement une issue de secours. Vous détecterez le moment où un argument commence à créer de la tension simplement en regardant sous la table. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science de l'observation. C'est une compétence qui, une fois acquise, vous permettra de naviguer dans le paysage social avec une finesse et une compréhension renouvelée, en décodant les messages que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils envoient. C'est le dernier bastion de l'honnêteté corporelle.
Nous arrivons maintenant au sommet de notre pyramide, au secret qui lie tous les autres, la congruence. C'est en fait le principe ultime, le grand unificateur du langage corporel. La congruence, c'est simplement l'alignement, l'harmonie parfaite entre ce que vous dites et ce que votre corps exprime. C'est quand les mots, le ton de la voix, les expressions faciales, les gestes et la posture racontent tous la même histoire. Quand cet alignement est présent, il se produit quelque chose de presque magique. La confiance naît instantanément. La crédibilité est établie sans effort. Votre message est reçu non seulement avec les oreilles, mais aussi avec l'intuition de votre interlocuteur. Il n'y a pas de dissonance, pas de signal d'alarme interne qui se déclenche. Pensez aux personnes qui vous inspirent le plus confiance. Des leaders, des amis, des membres de votre famille. Il y a de fortes chances qu'ils fassent preuve d'une grande congruence. Quand ils expriment de la joie, leur visage s'illumine, leurs yeux pétillent, leur corps s'anime. Quand ils partagent une préoccupation, leur front se plisse, leur voix devient plus grave, leur posture se fait plus sérieuse. Il n'y a pas de conflit entre les canaux de communication. Leur être tout entier est en accord avec leur message. C'est cette authenticité qui nous attire, qui nous rassure. Nous sentons instinctivement que nous sommes en présence de la vérité, ou du moins de la vérité de cette personne à ce moment précis. C'est le fondement même du charisme. À l'opposé se trouve l'incongruence. La dissonance cognitive faite communication. C'est le collègue qui vous dit « Oui, bien sûr, je suis ravi de t'aider » avec un sourire forcé, les bras croisés et en évitant votre regard. Les mots disent « oui », mais chaque fibre de son corps crie « non ». C'est le vendeur qui vous assure que c'est une offre fantastique tout en se frottant le nez et en reculant d'un pas. Que croyez-vous? Les mots polis ou le langage corporel qui trahit le doute et l'inconfort? Notre cerveau est câblé pour faire confiance aux signaux non-verbaux bien plus qu'aux signaux verbaux. Face à une contradiction, nous nous fierons presque toujours à ce que nous voyons, pas à ce que nous entendons. L'incongruence est un drapeau rouge qui active notre détecteur de mensonges internes. Cette méfiance est un mécanisme de survie. Nos ancêtres devaient rapidement évaluer si un étranger était un ami ou un ennemi. Les mots pouvaient tromper, mais le langage du corps, plus instinctif, était un indicateur plus fiable. Aujourd'hui, les enjeux sont rarement une question de vie ou de mort, mais le mécanisme reste le même. L'incongruence crée une tension, un sentiment de malaise. Elle nous force à nous demander « Où est la vérité ? Que me cache-t-on » Cela épuise notre énergie mentale et érode la confiance, qui est le ciment de toute relation humaine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Comprendre la congruence, c'est donc comprendre la mécanique fondamentale de la confiance et de la crédibilité. Alors, comment cultiver cette congruence en nous-mêmes? Comment devenir cette personne authentique dont le message et le corps parlent d'une seule voix? La réponse n'est pas dans la manipulation ou l'apprentissage par cœur de postures de pouvoir. Tenter de feindre la congruence est la recette parfaite pour paraître encore plus incongruent. Imaginez, essayez de forcer un sourire sincère tout en vous sentant misérable. Le résultat est souvent ce que l'on appelle un sourire de Paname, un masque vide qui ne trompe personne. La véritable congruence ne vient pas de l'extérieur, en imitant des gestes. Elle vient de l'intérieur, en alignant nos actions avec nos véritables émotions, croyances et intentions. Le chemin vers la congruence est le chemin vers l'authenticité. Cela commence par la pleine conscience, la capacité à être présent et conscient de ce que vous ressentez réellement à un moment donné. Avant une réunion importante, prenez 1 minute pour vous demander « Comment je me sens ? Nerveux ? Confiant ? Enthousiaste ?» Reconnaître votre état émotionnel est la première étape pour pouvoir l'exprimer de manière authentique. Si vous êtes nerveux, il est plus congruent de dire « Je suis un peu nerveux, c'est un enjeu important pour moi » que d'essayer de le cacher derrière une fausse bravade. Cette vulnérabilité, lorsqu'elle est honnête, crée une connexion bien plus forte que n'importe quelle façade de perfection. Développer la congruence, c'est aussi s'assurer que vous croyez en ce que vous dites. Si vous devez défendre un projet auquel vous ne croyez pas, votre corps le trahira inévitablement. Des micro-expressions de dégoût, une posture fermée, des gestes hésitants viendront saboter vos paroles. La solution n'est pas de devenir un meilleur acteur, mais de travailler à aligner vos missions avec vos valeurs. C'est un travail de fond, un engagement à vivre une vie plus authentique. Quand vous parlez avec passion d'un sujet qui vous tient à cœur, la congruence est naturelle. Vos yeux brillent, vos mains s'animent, votre voix porte. Vous n'avez pas besoin d'y penser.
Votre corps devient simplement le prolongement de votre conviction. En observant les autres, utilisez la congruence comme votre boussole de vérité. Ne vous arrêtez pas aux mots. Regardez le tableau complet. Est-ce que le sourire atteint les yeux? Est-ce que la posture ouverte correspond aux paroles accueillantes? Est-ce que les gestes confirment l'enthousiasme de la voix? Lorsque vous détectez une incongruence, ne sautez pas immédiatement à la conclusion du mensonge. Posez-vous plutôt la question, quelle pourrait être la raison de cette dissonance? Peut-être la personne est-elle simplement nerveuse, préoccupée par autre chose, ou en conflit interne. La congruence et son absence sont les clés qui ouvrent une compréhension plus profonde, plus nuancée et plus humaine des personnes qui nous entourent. C'est le secret final, celui qui donne tout son sens aux autres. Nous voici au terme de notre voyage, au cœur du langage silencieux. Ces 7 secrets, le regard, les mains, la posture, la proxémie, le visage, les jambes et la congruence, ne sont pas des formules magiques ou des outils de manipulation. Y voir une simple technique pour obtenir ce que l'on veut serait passer à côté de l'essentiel. Le langage corporel est bien plus que cela. C'est une forme d'intelligence, une compétence à la fois émotionnelle et sociale qui, une fois développée, enrichit profondément notre rapport au monde et aux autres. C'est l'art de l'écoute totale, une écoute qui ne se contente pas des mots, mais qui perçoit les émotions, les intentions et les vérités qui se cachent derrière. Je vous encourage donc à ne pas seulement mémoriser ces principes, mais à les intégrer, à les vivre. Devenez des observateurs attentifs et bienveillants du monde non-verbal qui vous entoure. Dans le métro, au café, au bureau, regardez les gens. Non pas pour les juger, mais pour comprendre les histoires silencieuses qu'ils racontent. Observez la danse complexe des interactions, les signaux d'attraction, de malaise, de confiance ou de doute. En faisant cela, vous développerez une sensibilité, une intuition qui transformera votre perception des autres. Vous commencerez à voir la mosaïque humaine dans toute sa complexité et sa beauté, bien au-delà de la surface des conversations. Mais surtout, commencez par vous-même. Utilisez ces clés pour ouvrir les portes de votre propre conscience. Soyez attentif à votre posture lorsque vous vous sentez abattu, à vos gestes lorsque vous êtes passionné, à votre regard lorsque vous êtes face à un défi. En prenant conscience de votre propre langage corporel et en travaillant à l'aligner avec vos intentions les plus authentiques, vous ne changerez pas seulement la façon dont les autres vous perçoivent, vous changerez la façon dont vous vous percevez vous-même. Vous deviendrez l'architecte conscient de votre communication, capable de bâtir des ponts de confiance et de compréhension là où il n'y avait que des murs d'incertitude. Intégrez ces 7 secrets dans votre quotidien, un à la fois. Faites-en une pratique, une exploration continue. Les résultats vous surprendront. Si cette exploration du langage humain vous a inspiré, si elle a éveillé votre curiosité, je vous invite à aimer cette présentation, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus, et à partager vos réflexions, vos expériences ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre participation enrichit cette conversation. Merci de votre écoute attentive et de votre présence tout au long de ce voyage. À bientôt.